Le débat africain. Alain Foucault. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Ces propos sont ceux du président français Emmanuel Macron prononcés à Ouagadougou, au Burkina Faso, en novembre 2017. Un discours qui avait suscité beaucoup d'espoir dans les milieux de la culture, de l'art et de la politique, puisqu'elle répondait à une attente longtemps exprimée par les Africains. Des propos renforcés quelque temps après par l'Élysée en ces termes. Le patrimoine africain ne peut être prisonnier des musées européens. 3 ans après cette sortie historique de Ouaga, quel bilan? Où en est-on avec cette démarche de restitution des objets d'art pris pendant la colonisation en Afrique et exposés dans les musées français? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce sujet qui suscite passion, manifestation et colère des uns et des autres. Plusieurs invités pour en parler. D'abord, monsieur Amadi Bokoum, le directeur du musée des civilisations noires de Dakar. Amadi Bokoum est ethno-archéologue et directeur de recherche à l'université Cheikh Anta Diop, toujours à Dakar au Sénégal. Il est également chercheur associé au CNRS. Il est en direct de la capitale sénégalaise. Bonjour monsieur Amadi Bokoum. Bonjour à vous. Second invité de ce plateau, Abdelaziz Moundé Djimbam, journaliste, consultant-chercheur en relations internationales, géopolitique et histoire globale, très actif dans cette démarche de restitution. Bonjour monsieur Abdelaziz Moundé Djimbam. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Notre troisième invité, le seul dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, pandémie de Covid exige, on ne peut pas recevoir plus d'un invité, monsieur Sali Alassane Thiam, le vice-président du Centre de recherche et promotion pour la sauvegarde des sites et monuments historiques en Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Bonjour monsieur Sali Alassane Thiam. Bonjour Alain Foucault. Alors, si on devait faire le point sur les restitutions depuis l'annonce du président Macron, que dirait-on, Abdelaziz Moundé? On dira que le Premier ministre Édouard Philippe a restitué au Sénégal, a fait une restitution symbolique au Sénégal, plutôt un prêt, avant d'avoir assigné un contrat de marchand d'armes. On dirait également que l'Assemblée nationale française, au lieu que ça donne lieu à un débat éthique, philosophique et profond, à la fois de vérité et de réconciliation, a acté ce que les marchands d'art de Saint-Germain-des-Prés ont voulu, que le propos de Macron à Ouagadougou ne soit qu'un propos vain. C'est-à-dire qu'avec la restitution des 26 objets au Bénin, on n'est pas sorti de l'auberge puisque ce n'est qu'une sorte de modification légère au principe d'inaliénabilité du Code du patrimoine français qui prévaut depuis le XVIe siècle. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'êtes pas un peu dur? Parce que jusque-là, on n'avait pas vu un président français décider ainsi de remettre ces œuvres-là. Est-ce que ce n'est pas déjà un début? Le propos du président Macron était extrêmement ambitieux et courageux. Je rappelle à Alain Foucault que le président Macron, étant candidat, a dit à Alger que la colonisation était un crime contre l'humanité. Quand il est revenu à Paris devant les cris d'orfraie de tous ceux qui refusent au nom d'une lutte contre la repentance, eh bien, le président Macron a mitigé son propos. Alors, mon propos ne vise pas à dire que le président Macron ou cette démarche n'est pas utile, mais de dire que face à ce parcours d'obstacles, finalement, on assiste un tout petit peu à une sorte de montagne qui accouche d'une souris. Vous partagez ce point de vue, M. Thiam? Alors, pour moi, il est important aujourd'hui de rappeler que tout a commencé lors de ce fameux discours du président Macron à Ouagadougou, en disant qu'il voulait, dans les 5 prochaines années à venir, d'organiser pour que la restitution puisse avoir lieu, en tout cas pour les conditions puissent être réunies. Moi, je pense que le président Macron a quand même le mérite d'être le premier président dans la République française d'évoquer ce débat. Et il faut rappeler que quelques mois plus tôt aussi, il avait à Alger dit tout clairement que, je veux dire d'une manière générale, que la colonisation est un crime contre l'humanité, que c'était une barbarie, qu'il était temps que les pays européens, dans leur globalité, puissent reconnaître cette réalité de leur passé en face et s'excuser auprès de cette population qui a été infligée cette tort-là. Donc, dans un premier temps, il est important de féliciter le président Macron là-dessus, et en espérant que ce projet que Bénédicte Savoy et M. Felwine Sarr ont mis en place, ils ont été sur le terrain dans 4 pays africains, en tout cas l'Afrique subsaharienne, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. On va en parler. Oui. En tout cas, moi, je pense que il faudrait y aller d'une manière assez mitigée. Il ne faut pas non plus crier victoire dès maintenant parce qu'il a annoncé pour qu'il voulait les conditions. Vous avez encore des doutes, quoi. C'est-à-dire
c'est-à-dire, pour l'instant, vous attendez de voir les choses se réaliser. Je suis plutôt optimiste, parce que je rappelle que en novembre 2019, Édouard Philippe, alors Premier ministre de la France, s'est déplacé au Sénégal pour apporter le sabre d'El Hadj Oumar Tall, ce qui est un symbole en Afrique de l'Ouest, parce que je rappelle que El Hadj Oumar Tall est figure emblématique de la religion de l'islam en Afrique, et sa famille, depuis 1994, fait des demandes au niveau de l'État français pour que ces reliquats qui se trouvent au niveau des musées en France, et un peu plus de 518 documents sont aussi restés en France, ils le demandent et ils ont eu des non-recevoirs depuis lors. Donc ça, c'est un début. Pour là, sur les 580, on leur a remis un. C'est un début. Monsieur Amadi Bokoum, êtes-vous optimiste face à tout ceci? Pensez-vous qu'on va arriver à faire restituer ces objets-là? Comment expliquer cette timidité, cette tiédeur qui accompagne le discours du président Macron? Écoutez, moi, je ne vois ni timidité, ni tiédeur. Je réfléchis simplement en tant que professionnel, de manière relativement froide. Vous savez que l'histoire de l'Afrique, c'est pas seulement la colonisation, c'est pas seulement la traite négrière. L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'humanité, c'est 7 millions d'années. Ça commence avec Toumaï et ça se poursuit encore aujourd'hui. Donc, on ne peut pas réduire l'histoire de l'Afrique, le patrimoine africain, à ce qui s'est produit pendant la colonisation. Ça, c'est le premier rappel qui est très important. Ce serait une très grande erreur pour les professionnels africains, pour les politiques africains, de réduire le patrimoine africain à ce qui est conservé dans les musées occidentaux. Ceci dit, ce qui est conservé dans les musées occidentaux nous appartient, d'autant plus que les conditions de spoliation sont tout à fait établies. On sait ce qui s'est passé dans toutes ces campagnes punitives, on sait ce qui s'est passé dans toutes ces expéditions dites scientifiques avec la mission Dakar-Djibouti, etc., etc. Donc ces objets doivent être rendus. C'est important, mais il ne faut pas réduire l'Afrique à cela. Autrement dit, il ne faut pas essentialiser Berlin dans le processus historique africain. Je pense que les actes posés par le président Macron sont extrêmement positifs. Parce que pendant des années, on nous a dit que c'était des impossibilités, que c'était le fait du prince. Il ne faut pas oublier que l'UNESCO avait pris des initiatives avec Amadou Mokhtar dans les années 80. Tout à fait. Et qu'il y a même une commission qui avait été mise en place, qu'il y avait même des procédures et qu'un instrument normatif allait peut-être être mis en place. Tout cela a échoué parce que ce n'est pas le fait du prince. Une fois que le prince a parlé, les choses ont commencé à bouger. Et moi, je suis absolument satisfait de l'initiative du président Macron. Je suis tout à fait satisfait aussi du rapport produit par Felwine Sarr et Bénédicte Savoie. Bien évidemment, rendre 27 objets, c'est-à-dire 26 du Bénin et 1 du Sénégal, sur des milliers d'objets, c'est très peu. C'est très peu. C'est déjà parce que là, on parle de 90 000 objets, 90 000 objets qui doivent être rendus, si on en est encore à une vingtaine, 3 ans après. C'est un peu lent, non? C'est très peu, mais il ne faut pas en faire une montagne. Pour moi, ce n'est pas une montagne. Monsieur Thiam, on va d'abord donner la parole à Monsieur Thiam et on revient à vous. Monsieur. Alors, tout simplement, moi, je souhaiterais qu'on quand même revienne un peu dans l'histoire, parce que on vient de très loin. Quand je vois, par exemple, Michel Léry, qui est un ethnologue français, un critique d'art français, dans une lettre qu'elle avait écrite à son épouse en septembre 31, en disant que on pille les nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer. C'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. Donc ça remonte quand même. Aujourd'hui, on a un président français qui a entamé cette démarche pour des raisons que j'ignore. Il est important de rappeler quand même que cette démarche a été mise en place et on va travailler d'une manière très rigoureuse et on est venu proposer des stratégies. Moi, aujourd'hui, en tant que vice-président de notre organisation non gouvernementale, qui est rattachée à l'ECOSOC, qui est le Conseil économique et social des Nations Unies, j'ai des solutions à cela que je veux préconiser aux États africains. On va en parler dans un instant, puisqu'on va évoquer les solutions dans un court moment. Abdelaziz Moundé, vous, quand vous entendez dire « là, on avance », c'est déjà un premier pas. Que dites-vous? Pourquoi, d'après vous, y a-t-il encore quelques blocages? Le 10 mai 2010 à Paris, mon cher Alain Foucault, il y a une cérémonie de restitution d'un masque marcondé à la République unie de Tanzanie. Et cette cérémonie avait lieu sous l'égide du Conseil international des musées, de l'ICOM, et en présence de l'UNESCO.
Et puis, ce Marc Makonde était tout aussi important que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a eu un processus qui a été engagé dans le cadre de l'UNESCO, effectivement, qui a été freiné par un certain nombre de pays, notamment des pays comme la France, effectivement, qui s'arc-boutaient sur la question de la législation. On peut être satisfait aujourd'hui du président Macron, c'est très bien, moi je peux applaudir des 4 mains si on veut. Mais nous sommes concrètement dans un processus. 3 ans après Ouagadougou, il n'y a pas eu d'inventaire. C'est-à-dire que les 90 000 pièces qui ont été si précieusement notées par Fredwin Sarr et Bénédicte Savoy, dont l'accueil a été beaucoup plus retentissant et plus positif en Allemagne et dans une certaine mesure en Belgique et en Angleterre, ne l'a pas été en France. Le parcours d'obstacles est impressionnant. Mais comment expliquez-vous ce parcours d'obstacles, comme vous le dites? Mais Alain Foucault, dans le débat français, on refuse toute allusion. Il y a des universitaires français qui viennent de commettre une tribune contre les théories de la décolonialité. Le journal Le Point vient de faire une tribune sur ce qu'ils appellent les indigénistes, les théories racialistes, etc. On ne veut pas aborder ces questions de façon sereine, de façon éthique, de façon philosophique. Monsieur Amadi Bokom l'a dit tout à l'heure, l'Afrique c'est l'arrière-plan, c'est la matrice de l'humanité. Ce sont des documents qui sont établis. La conférence du Caire, organisée par l'UNESCO, l'a établie en 1974, avec Cheikh Anta Diop Obenga en face d'un certain nombre d'égyptologues. En France, on refuse délibérément cela. Et ce qui s'est passé en novembre au Parlement français, novembre 2020, donc cette modification légère du patrimoine français, est précisément le blocage qu'on va avoir. Parce que dans les débats, nous avons suivi les débats, les rapports de la Commission des affaires étrangères culturelles qui ont été unanimes, c'est vrai, en plénière, mais dans les débats, on a dit qu'il n'était pas question d'ouvrir, que c'était un appel d'air ou d'autres restitutions. Donc il faudrait maintenant proposer des solutions alternatives pour cela. Le Sénégal, en l'occurrence, va recevoir un sabre d'El Hadj Omar Tall, mais c'est déjà fait. Prêt. Ce n'est pas une restitution, c'est un prêt au Sénégal de longue durée. C'est-à-dire qu'on vous prend un objet qui appartient à l'histoire d'un pays comme le Sénégal, l'histoire peut-être du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, mais il y a des objets qui sont beaucoup plus anciens, des objets qui sont millénaires, qui ont été emportés. Les masques Nok, par exemple, de Ile Ife au Nigeria et d'autres, qui sont des objets cultuels, je le rappelle, parce qu'ils sont des objets d'art dans les musées occidentaux, mais ils ont une toute autre valeur dans les pays africains, dans ces pays d'origine. Donc, c'est cultuel. En Afrique, c'est cultuel. Ici, c'est vu comme des objets d'art, oui. Exactement. Donc, en fait, je veux dire qu'au niveau de l'UNESCO, il y avait déjà un processus. Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de la France, avait opposé une fin de non-recevoir en 2016 au Bénin précisément pour les raisons. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, on peut saluer le geste de Macron. Mais dès qu'on a salué le geste de Macron, il faut entrer dans le vif du sujet, de manière structurelle. Comment l'Afrique, qui a déjà un certain nombre de musées, et je salue en cela l'action du Sénégal avec le musée des civilisations noires, dont des écrins pour accueillir cela. Au Cameroun, il y a le musée des civilisations de Tchang, dans l'ère, ce qu'on appelle les Gras Sites dans l'Ouest Cameroun. Il y a un nouveau musée qui va être inauguré l'année prochaine, c'est le musée royal du Palais. Alors, certains vous disent, si vous entrez dans la bataille des musées, puisque on oppose à certains Africains le fait qu'il n'y a pas d'endroit pour recevoir ces objets, que si vous entrez dans le cadre des musées, est-ce que vous ne jouez pas le jeu des autres? Est-ce que ces objets ont forcément besoin d'aller dans des musées lorsque l'on sait que c'est des objets cultuels, monsieur Thiam? Non, moi je dirais non. Il faut quand même rappeler aux internautes qui nous écoutent de quoi parle-t-on aujourd'hui. Et aux auditeurs. Voilà, et aux auditeurs qui nous écoutent. On parle aujourd'hui de 90 à 95% de nos patrimoines qui sont prisonniers des musées en Europe. Aujourd'hui, je rappelle, quand est-ce qu'il y a eu ces pillages? Il y a eu 3 grandes périodes, comme l'ont si bien explicité les experts qui ont travaillé là-dessus. La première période correspondait avant la conférence de Berlin, en 1885, où on a eu 1 millier de patrimoines, d'objets qui ont été pillés. Ensuite vient la deuxième phase, où on a eu un pic. La deuxième phase correspond le lendemain de la conférence de Berlin, où les pays européens se sont rassemblés pour partager l'Afrique, jusqu'à nos indépendances. Donc on a aujourd'hui répertorié plus de 45 000 objets qui ont été pillés en Afrique et ramenés en Europe. Donc ça, c'est la deuxième période. Certains disent 90 000. Bon. Voilà, quasiment 66% de la totalité des objets qui se retrouvent ici aujourd'hui. Et ensuite vient la deuxième phase de l'indépendance à nos jours. Donc c'est quand même énorme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les pays africains qui doivent organiser cela d'une manière assez équitable et avoir un discours de vérité avec ses présidents, avec leurs homologues européens. Quand je lis, par exemple, le Conseil d'Europe lors de la Convention de Faro en disant que l'Afrique, tout simplement, a un droit au patrimoine. Aujourd'hui, je veux dire,
l'Afrique a une population de plus de 60% qui est jeune quand même. Donc la jeunesse africaine a besoin de son patrimoine, a besoin de retrouver sa culture pour pouvoir créer... Ça, c'est une évidence. Mais oui. Ma question, elle était simple et je vais la poser également à monsieur Amadi Bokoum. Aujourd'hui, lorsque vous dites oui, on doit restituer, ça doit aller dans les musées. Certains vous disent, vous n'avez pas de musée. Est-ce que ces objets culturels doivent aller dans les musées? Quand on a lu, par exemple, l'Afrique fantôme de Michel Léris, ce monsieur a expliqué dans quelles conditions certains objets ont été vraiment récupérés en Afrique. Ils venaient avec des bataillons de tirailleurs sénégalais, ils terrorisaient les chefs de culte et ils récupéraient tout ce qu'ils voulaient. Bon, c'est très douloureux, c'est de la spoliation, c'est de l'arrachement. Donc il faudrait en tenir compte. Je pense que c'est très 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 important. On en tient compte, mais ma question est celle de savoir, est-ce que ces objets doivent aller au musée, absolument, parce qu'on vous dit, voilà, si on vous remet ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un roman qui s'appelle Le silence du totem, de Fatoumata Ngom, qui a été publié en France et qui montre pourquoi ces objets ne vont pas rentrer directement dans des musées, mais qui peuvent se retrouver dans la forêt sacrée. Point. Donc, on n'est pas obligé de ramener ces objets-là dans des musées. Ils peuvent se retrouver dans des forêts sacrées, ils peuvent se retrouver dans les hôtels des ancêtres. Ils peuvent même être détruits. Ils peuvent même être détruits, puisque ça appartient à des gens, ils en font ce qu'ils veulent, ça ne regarde pas ceux qui les ont pillés hier. C'est rendre aux propriétaires légitimes. Voilà, l'essentiel c'est de rendre aux propriétaires. Oui, monsieur Thiam, rapidement. Alors, très rapidement, moi je suis pas pour la destruction ou quoi que ce soit, parce que là, l'idée de la restitution de ces objets, c'est pas que de ramener des objets d'un point A à un point B. Pour moi, ça doit redonner un nouveau souffle de relations relationnelles dans le cadre culturel de ces pays-là et rassurer cette jeunesse-là qui ne connaît pas l'antécédent de sa culture et de son patrimoine. Non, mais lorsqu'on parle de détruire, ça ne veut pas dire que quelqu'un a envie de prendre et d'aller le mettre en morceaux. Mais je veux dire, est-ce à celui qui a volé, qui a pillé, de dire ce qu'on va en faire et de dire comment on doit se comporter avec? Ah non, surtout pas. C'est de ça qu'il est question. D'ailleurs, sur la question de la restitution, pour moi, c'est pas la personne qui est allée prendre à l'insu de l'autre quelque chose qui ne l'appartient pas, de fixer les règles de la restitution. Aujourd'hui, nous, ce que l'on propose, même si j'anticipe un peu sur les solutions, ce que l'on propose, c'est de mettre en place des assises nationales sur nos patrimoines. Parce que les solutions doivent être d'abord politiques et puissent être portées par la culture. Il faudrait qu'on y ait ces assises-là, que les présidents se ressemblent entre eux, invitent les pays ou bien leurs homologues européens à venir assister au Forum du patrimoine africain qu'on veut organiser au Sénégal. Et ça sera le moment de discuter sur qu'est-ce qu'on doit faire sur ces monuments. Mais là, vous aurez dû travailler, parce que si vous commencez par le Sénégal, d'autres vont vous dire pourquoi pas au Congo, pourquoi pas au Mali, pourquoi pas en Tanzanie. Abdelaziz Moundé, sur cette question de est-ce qu'on a les moyens de protéger ces œuvres que l'on demande? Est-ce qu'on a le moyen de les rentabiliser, de faire que l'on visite? Quelle est votre réponse? Oui, il y a deux réponses. La première, c'est pour revenir à votre question sur la destination nécessaire des musées. Arte a diffusé il y a quelques jours à l'Infoca un excellent documentaire sur une ethnie en Guinée-Bissau, les Bijagos, des reines, qui font des processions quotidiennes dans le cadre de leur spiritualité et de leur religion là-bas. Les objets qui ont été pris par le Portugal, certains qui se retrouvent à Lisbonne, sont conservés dans des cases patrimoniales là-bas. Des cases qui appartiennent à ces villages-là et qui les entretiennent admirablement depuis plusieurs siècles. Donc, en fait, sur le continent africain, il y a des écrins, qu'ils soient de type muséal, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, ou qu'ils soient de type patrimonial, ou qu'ils soient de type culturel. Eh bien, on a les endroits, on a les dispositifs sur le continent africain. À l'ouest Cameroun, quand il y a la fête du Ngouon ou du Niam Niam chez les Bamouns, eh bien, c'est avec des costumes anciens, des costumes traditionnels. Vous avez des pièces de textile de nobles qui datent de 5 siècles, pratiquement. C'est au Cameroun contemporain. Donc je veux dire qu'il y a des dispositifs. Il ne faut pas infantiliser les Africains en disant systématiquement, je rappelle que les résolutions des Nations Unies ont été claires depuis le 18 décembre 1972 jusqu'aux récentes résolutions du 24 mars 2017. On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal, dans la seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. Dans cette seconde partie, je souhaiterais que l'on apporte des solutions, que l'on dise ce qu'il faut faire concrètement si on veut que ces œuvres reviennent. Et est-ce que c'est possible de bousculer pour que ça aille un peu plus vite? On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute. Le débat africain, Alain Foucault.
Il entre au célèbre musée du Quai Branly à Paris, décroche un poteau funéraire, se dirige aussitôt vers la sortie en criant « Je suis venu chercher mon bien qui a été volé ». La sécurité, désorientée, le retient pendant que ses amis filment la scène. Immédiatement, l'événement déclenche un tollé, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il vient de relancer le débat passionné et passionnel qui entoure la restitution des objets d'art pris pendant la colonisation en Afrique et exposés dans les musées français. 3 ans après le discours d'Emmanuel Macron promettant leur restitution, où en est le processus? Qu'a-t-on déjà remis des 90 000 œuvres répertoriées? Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la restitution des objets d'art africains pris pendant la colonisation. Plusieurs invités en ligne et dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux. D'abord, M. Hamadi Bokoum, le directeur du Musée des civilisations noires de Dakar. Hamadi Bokoum est ethno-archéologue et directeur de recherche à l'université Cheikh Anta Diop, toujours à Dakar au Sénégal. Il est également chercheur associé au CNRS. Il est en direct de la capitale sénégalaise. Second invité de ce plateau, Abdelaziz Moundé Djimbam, journaliste, consultant-chercheur en relations internationales, géopolitique et histoire globale. Très actif dans cette démarche de restitution. Il est à Paris. Notre troisième invité, le seul dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, pandémie de Covid exige, on ne peut pas recevoir plus d'un invité, Sali Alassane Thiam, le vice-président du Centre de recherche et promotion pour la sauvegarde des sites et monuments historiques en Afrique, basé à Dakar également. Alors, voilà. J'ai envie que nous repartions dans cette seconde partie du débat en étant avec des solutions, en étant avec des stratégies. Ça traîne, la restitution des œuvres d'art. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire à la Thiam? Alors, pour moi, il faudrait pas être utopiste là-dessus. En 5 ans, des objets qui ont été pillés pendant des années et des années ne peuvent pas être restitués en 5 ans. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce qu'il a dit lui, sur des points sur lesquels je suis pas d'accord, je vais m'avancer là-dessus, c'est il voulait que les conditions soient réunies d'une manière pour une restitution temporaire, ce qui pour moi n'a pas de sens parce que parler de restitution, parce que de quoi parle-t-on? Restituer quelqu'un littéralement veut dire rendre ce qu'on lui a pris. C'est-à-dire à la personne qu'il a légitimement. Donc quand on dit restituer, en même temps parler de restitution temporaire, c'est quand même un oxymore de parler de cela. C'est un peu paradoxal. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait partir sur une restitution d'une manière définitive. Donc comment y arriver? Pour pouvoir mettre en place cette restitution, il ne faut pas mettre la pression aux pays africains en les disant dans 5 ans. Il y a des pays qui ne sont pas encore prêts pour ces questions-là. Et ils doivent pouvoir émettre leur demande de restitution quand ils seront prêts sur ces sujets-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose? Ils doivent d'abord savoir ce qu'ils vont en faire une fois qu'on le leur a remis. Exactement. Question très importante. J'ai parlé tout à l'heure de mise en place d'un FPA. La présidente du patrimoine mondial nous a ressuscité, Madame Meslit Rochler, qui est la présidente mondiale à l'UNESCO. Le FPA, c'est le Forum du patrimoine africain. Je vais en venir tout de suite. Alors, c'est aux pays africains afin de travailler sur cette question d'une manière très rigoureuse et inviter les pays occidentaux concernés pour organiser la restitution. C'est pas celui qui a pris l'objet qui ne l'appartenait pas de fixer les règles de la restitution. Donc il appartient aux chefs d'États africains, lors de ce forum du patrimoine africain, qui sera une sorte d'assise internationale sur nos patrimoines, et d'inviter les chefs d'État respectifs de ces pays occidentaux à venir s'engager et signer. Là, c'est votre idée à vous, c'est-à-dire vous, votre organisation, c'est de dire on organise un FPA, comme vous le dites, un forum pour la restitution de ces œuvres-là. C'est pour que ça aille plus vite. Voilà. Je vais terminer. C'est pour que ça aille très vite. Alors là, tout simplement, ces pays occidentaux, on les invite, ils vont venir signer la Convention du patrimoine africain qui marquera leur accord à la restitution. Et puis là, c'est au ministère des Cultures des pays africains d'organiser cela, quitte à créer des directions de restitution pour pouvoir faire le pilotage de ce projet-là. Et derrière, sous l'œil des présidents qui sont naturellement les protecteurs des arts et de la culture. Et après, il faudrait qu'on parle aussi qui finance ce projet. C'est un sujet extrêmement important. On va y arriver. Abdelaziz Moundé. Oui, je vois 3 pistes et en rejoignant ce qui vient d'être dit tout à l'heure, par le fait qu'il faudrait qu'au niveau de l'Union africaine qui ait un sommet dédié à cette question de la restitution. Pourquoi Alain Foucault? Parce que les pays africains sont membres de l'Organisation des Nations Unies, sont signataires des conventions depuis 1972 jusqu'en 2017 sur la question de la restitution et du retour des biens culturels. Mieux, ces pays sont intégrés dans le cadre du processus de l'UNESCO. Donc je pense qu'il faudrait donner une voix forte sur le plan international, que ce ne soit pas un face-à-face entre la France et un certain nombre de pays africains. On connaît les relations inégalitaires
On connaît les relations entre guillemets incestueuses qu'il y a souvent entre les dirigeants et la France. Donc, de manière pertinente, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement général et dynamique sur le continent africain si on reste dans le face-à-face. Oui, mais là, on a un président, avant qu'on arrive au deuxième point que vous voulez évoquer, il y a un président de la République qui a pris sur lui de dire « je vais restituer dans les 5 ans ». Donc, il y a déjà une volonté manifestée. Pourquoi est-ce qu'il y a encore la suspicion? Parce que la démarche que vous évoquez risque d'être plutôt longue. Non, je pense que la meilleure façon de soutenir Emmanuel Macron dans son processus, puisque les adversaires d'Emmanuel Macron sont dans son propre pays, on a cogné sur les doigts, il a dit pour la restitution, il y a une sorte, mais vraiment de ligue contre la restitution qui se présente devant Macron. Il fait face à ce bloc-là, il fait face à ces oripeaux du passé qui se traduisent par des conservatismes extraordinaires, puisque ces questions-là, on les suit au quotidien. On voit très bien les blocages. Donc, pour que le président Macron soit soutenu dans sa tâche, il faudrait que ça se passe sur le plan international, que l'UNESCO et que l'ONU, l'Union africaine, puissent travailler dessus. Et on est servi par 2 résolutions. La résolution du Parlement européen du 29 mars 2019 sur l'afrophobie et puis une résolution récente du Parlement européen sur la question de l'esclavage, qui souligne la question de la restitution des biens de façon explicite. Donc je pense qu'il y a des instruments juridiques, qu'ils soient symboliques, relevant du soft law ou du hard law qui pourraient être mobilisés. Là, je me tourne également vers Amadi Bokoum. Solution? Mais solution, je pense que certainement, il va falloir un jour arriver à un instrument normatif qui puisse organiser ces restitutions-là. Et je suis d'accord avec mes prédécesseurs dans le micro que le président Macron a fait bouger les lignes. Hein. Donc je pense qu'il faut avancer dans la même direction, transformer ces ouvertures en véritable boulevard pour arriver à quelque chose. Mais en tant que professionnel, je voudrais dire quelque chose qui m'est pour moi très très importante. Le patrimoine africain ne se résume pas à ce qui a été spolié pendant la colonisation. Ce que je veux ajouter maintenant, c'est qu'en Afrique, aujourd'hui, qu'on prête un œil et une oreille attentive à la production contemporaine africaine, que l'Afrique, que tous les États africains fassent des efforts pour encourager, conserver et acquérir les œuvres contemporaines africaines pour que dans 100 ans, on ne dise pas qu'on nous a encore volé nos œuvres. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est la réflexion qui revient régulièrement, de dire, voilà, vous vous occupez de ce qui s'est passé il y a 200 ans. Or là, dans le même temps, on continue de piller. Tout à l'heure, M. Thiam, vous parliez du fait que depuis les indépendances jusqu'à cette date, les œuvres d'art s'en vont encore, on ne s'en occupe pas. Est-ce que là, ce n'est pas devenu intéressant pour nous simplement parce que ça vendait ailleurs, parce que les gens se faisaient de l'argent dessus? Oui, écoutez, moi, cette question, faudrait l'étudier d'une manière assez globale. La solution, en tout cas, ce que je peux dire pour éviter de convoquer le passé, parce qu'on nous le reproche souvent, moi, ce que je dis aujourd'hui comme solution, d'ailleurs, Abdoulaziz, je pense, a rappelé que c'était un prêt pour le Sénégal, la restitution, mais aujourd'hui, il y a tellement de blocages, il y a tellement de goulots d'étranglement juridiques qui font que la restitution ne peut pas se faire. D'ailleurs, pour corriger, le président Macron n'a pas dit qu'il souhaiterait la restitution, qu'il souhaiterait que les conditions soient réunies. Moi, ce que je suggère aujourd'hui à la France, vu qu'ils ont ratifié la convention de l'UNESCO de 70 sur l'exportation illicite des biens culturels, il faudrait revoir cette convention et y intégrer la portée rétroactive. Parce que aujourd'hui, on peut nous dire non, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela, parce que on l'a signé à telle date. Mais il faudrait qu'on y apporte la touche rétroactive pour que ces demandes puissent voir des avis favorables et avoir gain de cause. Alors, Abdelaziz Moundé, est-ce que aujourd'hui le débat sur la restitution de ces œuvres d'art ne vient pas essentiellement du fait qu'on voit que ça rapporte de l'argent aux autres musées? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas occupé de façon aussi passionnée plus tôt? Et puis, dans le même temps, on voit les œuvres partir encore d'Afrique sans que les autorités ne s'en soucient beaucoup. Oui, mais peut-être que ce débat est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui avec le discours de Ouagadougou et aussi des actions d'activistes qui sont menées. Mais il faut documenter le sujet. Quand vous voyez au niveau de l'UNESCO ce qui a été fait, effectivement, l'Italie et l'Équateur se sont entendus. 12 000 pièces précolombiennes qui ont été restituées à l'Équateur par l'Italie, des pièces qui ont été restituées à la Turquie par l'Allemagne, etc. Donc il y a dans ce débat-là ce qui est visible, donc la partie visible de l'iceberg et le souterrain. Il y a une conscience historique africaine qui est au long cours, dont on ne parle pas souvent. Des acteurs qui n'ont pas les moyens institutionnels ou les moyens médiatiques de se faire entendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément. La question de l'objet, c'est l'artefact. Mais c'est la signification et c'est le sens qu'il faut plutôt considérer.
Le président Macron l'avait dit, et les députés français l'ont également dit, il faudrait que la jeunesse africaine puisse s'inspirer à partir de son patrimoine. Quand on parle d'art contemporain aujourd'hui, Picasso, Marc Derain et tous les grands de l'école de Paris au début du 19e se sont inspirés de l'art africain pour fonder le cubisme. Donc c'est à partir de l'ancien aussi qu'on peut régénérer une culture, une civilisation, etc. Donc il faudrait, pour terminer sur cette séquence-là, qu'une part, sur le plan institutionnel, on a parlé avec M. Sali de ce forum-là dont j'approuve totalement l'idée, la renforcer au niveau de l'Union africaine, mais ensuite maintenant au niveau africain aussi que les douaniers, que les ministères de la Culture, des Affaires étrangères, l'ensemble des gouvernements soient impliqués. Parce qu'au Bénin, par exemple, ceux qui vont dans les forêts sacrées chercher des pièces, ce sont parfois des évangélistes pentecôtistes qui, sous prétexte d'évangéliser ces populations-là, retirent des pièces qui se retrouvent finalement en France, en Allemagne et dans les autres pays. Donc il faudrait travailler sur les deux plans, sur le plan institutionnel avec effectivement ces conventions et puis ce travail muséal et ce travail patrimonial qui est fait, et puis également au niveau des populations, pour que la sensibilisation soit telle que la question des objets ne soit pas simplement une question économique au sens matériel et une question simplement de pillage qui rapporterait de l'argent. Monsieur Thiam ? Alors très rapidement, pour revenir à vous avez évoqué un sujet très important. Qu'est-ce qu'on en fait ces objets si on nous les restitue? La question la plus importante, c'est ça aujourd'hui. On peut nous les restituer, mais derrière, quelle vie donnerait-on à ces patrimoines-là? Nous, on a travaillé sur une stratégie que lors de ce forum du patrimoine africain, très rapidement, on est dans le fast track, comme on dit chez nous. On l'a proposé à l'UNESCO et la prochaine étape, c'est de le proposer au Conseil économique et social des Nations Unies. C'est la première journée d'inviter tous les chefs d'État qui viennent marquer leur accord, signer, se parler, etc., d'une manière politique et l'impulser. La deuxième journée, ça sera des colloques et des ateliers de réflexion où des experts juridiques, culturels, des ethnographes puissent venir se rencontrer, qu'il y ait une certaine ébullition intellectuelle dans ce sujet-là. Et la troisième journée sera consacrée aux expositions, des patrimoines qu'on puisse échanger. Et l'autre objectif aussi, c'est d'augmenter la représentativité des patrimoines au niveau de l'UNESCO. Parce que je rappelle qu'on a un fonds du patrimoine historique qui se trouve en Afrique du Sud et qui sert à accompagner les patrimoines qui ont été classés à l'UNESCO pour leur entretien, problème qu'on a aujourd'hui en Afrique. Alors, lorsqu'on écoute tout ceci, on a le sentiment que ce sont plus les activistes qui sont à l'extérieur du continent et à l'intérieur du continent qui se battent. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics, à part quelques dirigeants africains, soient véritablement concernés par ça, qu'il y ait une mobilisation de leur part, Abdelaziz Moundé? Oui, et c'est une très 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 grande préoccupation parce que dans le cas du Cameroun, par exemple, qui a le deuxième contingent dans ce patrimoine qui a été recensé par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, sur 90 000 pièces, le Tchad et le Cameroun ont l'essentiel, c'est-à-dire que 9 000 pièces pour le Tchad et 7 888 pièces pour le Cameroun. Il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de position officielle, ni du ministère de la Culture, qui, dans le sillage d'un inventaire du patrimoine qui avait été lancé avec la coopération française en 2003, aurait pu se saisir de cette occasion-là, ni le ministère des Relations extérieures, ni le gouvernement dans son ensemble ne se sont prononcés de manière explicite sur la question. Ça pose problème. Et ceux qui s'engagent, ceux qui s'activent, ceux qui travaillent structurellement et concrètement sur cette question sont dépourvus, effectivement, de soutien. Dans le cas béninois, il y a eu deux présidents, Yahi Boni et Talon, qui ont été instrumentaux, volontaristes, pour que cela se fasse. Le premier a essuyé le refus de Jean-Marc Ayrault, le deuxième a persisté et il continue justement. Après la loi française, il a estimé que ce n'était pas suffisant, que c'était peu satisfaisant et il continue de maintenir la pression. Donc je pense que c'est très important la question que vous posez parce qu'elle permet aussi de voir qu'au niveau des gouvernements africains, il faut véritablement que le volontarisme puisse conduire à... Il faut de la volonté politique et il faut avoir des dirigeants qui marquent leur envie de voir ces objets l'avenir. On a le sentiment pour l'instant, et là je veux revenir à l'instant à notre ami Bokoum, on a le sentiment que les dirigeants sont loin de tout ça, pas dans le cas du Sénégal, parce qu'on a vu que le président Macky Sall s'est quand même mobilisé pour ça, mais la plupart des dirigeants semblent un peu frileux, un peu comme pour se dire, je veux pas de problème, j'ai déjà assez de problèmes comme ça avec... Honnêtement, sur ce point précis, je suis pas d'accord avec mes collègues. Moi, j'ai siégé pendant 4 ans au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Auparavant, mes collègues du Kenya ont siégé pendant 4 ans. Je suis absolument désolé de dire le contraire parce que ce qui a été fait par les États africains pour remettre le patrimoine africain sur les rails est beaucoup, beaucoup plus important que ce que les activistes sont en train de faire aujourd'hui. Ceci dit, moi, je respecte
je respecte le travail des activistes. Je pense qu'on doit être tous ensemble, mais il ne faut pas dire qu'ils ont fait plus que les États africains. Ce n'est pas vrai. Ça correspond à aucune réalité. Les sites africains qui ont été inscrits sur le patrimoine mondial l'ont été par les États. Ce sont les experts des États qui ont travaillé sur ces dossiers-là. Maintenant, oui, mais dans le cadre de la restitution, je suis désolé de vous dire ça, dans le cadre de la restitution, on les sent un peu inaudibles quand même. Hein. Ils sont un peu inaudibles. Au niveau non, ils ne sont pas inaudibles, c'est pas vrai. Au niveau de j'ai pas entendu beaucoup de déclarations des chefs d'État sur la question pour l'instant. Et si vous en connaissez, dites-le-moi. Non. À part le président Talon et le président Macky Sall, j'ai pas entendu beaucoup de chefs d'État s'exprimer sur la question. Vous en avez entendu parler, monsieur Thiam? Moi, non. Mais je suis d'accord avec ce que vous avancez. Je rappelle tout simplement qu'au Sénégal, par exemple, nous, la première grande action politico-culturelle que le président Léopold Sédar Senghor a entrepris lors de son accession au pouvoir, c'est d'organiser le FESMAN, le Festival mondial des arts nègres. Aujourd'hui, ils sont conscients de cela, mais les États ne peuvent pas tout faire. Moi, j'appelle à tous les chefs d'État africains de se rapprocher des organisations non gouvernementales comme la nôtre, de venir les servir de consultants et de les accompagner pour qu'on puisse les entendre en ce sens. Là, vous vendez votre crèmerie. Alors, Abdelaziz, sur la question, vous disiez, là, on pose la question clairement, puisque à l'instant, M. Bokom dit non, on travaille dans ce sens-là, les pouvoirs publics travaillent dans ce sens. Est-ce que j'exagère lorsque je dis qu'on n'a pas entendu beaucoup de dirigeants africains s'exprimer sur la question? Si on parlait, dans le cadre du débat africain aujourd'hui, de la question de l'inscription sur le patrimoine mondial ou des politiques culturelles en Afrique, eh bien, j'allais rejoindre M. Bokom totalement. Il n'y a pas de problème. Il y a une action volontariste et même une action décisive qui est faite par les ministères de la culture ou même par des chefs d'État africains. Il n'y a pas de problème. Mais de manière stricte, concernant la question de la restitution des patrimoines africains dans les musées et dans les lieux culturels en Occident, c'est très timide, sinon rare, de voir un chef d'État qui s'exprime explicitement là-dessus. Ça n'existe pas. Le seul pays africain qui est monté au créneau de manière explicite s'appelle le Bénin. Avec le président Talon. Et avant, le président Yahi Boni. Avant, c'est très très clair. Et le pays, effectivement, qui a ensuite enfoncé, c'est le Sénégal, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec une position du président Macky Sall. Mais c'est à peu près tout. On n'a pas dit ici, dans le cadre de cette émission, que les États africains, non, ne faisaient absolument rien dans le domaine culturel. Monsieur Bokom a raison. Au niveau de l'UNESCO, nous suivons très bien ces travaux-là. Il y a des choses extraordinaires qui sont faites. Mais dans le cadre de la restitution du patrimoine africain dans les musées occidentaux, c'est à peu près le désert de ce côté-là. Monsieur Bokom. Il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. L'Afrique, je connais bien l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, la CEDEAO. Il y a eu des rencontres importantes au niveau des ministres de la Culture et des chefs d'État. Il y a des déclarations qui existent, qui sont sur le net, et l'Afrique est en train de créer, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, une position commune sur la question de la restitution. Bien. Vous avez bien fait de préciser l'Afrique de l'Ouest, parce qu'en Afrique centrale, j'attends de voir. Si aujourd'hui on décidait de vous restituer un certain nombre d'objets d'art, vous qui êtes à la tête d'un musée important, êtes-vous prêt? Pour terminer, j'adore les activistes, ils font des choses très intéressantes. Mais il ne faut pas qu'ils nous disent que les États ne font rien. Ça, vous l'avez déjà dit, et on arrive au terme de l'émission. J'ai envie de poser ma question de façon claire. Si aujourd'hui on décidait, M. Bokom, de vous remettre un certain nombre d'objets d'art, d'un coup comme ça, Paris dit « Ah, c'est vrai qu'on a trop traîné, voilà les objets d'art qui vont aller au Sénégal ». Vous êtes prêts pour les accueillir? On a tout ce qu'il faut au musée des civilisations noires pour recevoir non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Pour toute l'Afrique de l'Ouest. Au cas où ils ne seraient pas prêts, vous êtes prêts à les accueillir. Mais on va partir sur cette note optimiste, en espérant que d'un coup comme ça, certains vont se réveiller en se disant « Mais pourquoi ces objets sont encore là? Ils ne nous appartiennent pas » et regarderaient vers l'Afrique pour remettre aux vrais propriétaires. Merci en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. Merci monsieur Thiam, monsieur Moundé et monsieur Bokom. Merci encore et bon courage dans votre travail. On espère que la prochaine fois, on dira qu'on a remis 90 000 œuvres. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.